Déjà, merci à tous de participer à ce webinaire qui porte du coup sur le référencement naturel et l'intelligence artificielle. Ce webinaire sera animé donc par David, qui est Head of SEO dans notre agence lilloise, et par Alexandre, consultant SEO dans notre agence d'Aix-les-Bains. Donc, on va commencer tout de suite par la présentation d'Alexandre, qui va vous parler du coup de la rédaction assistée par intelligence artificielle, il nous présentera son point de vue, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée pour la création de contenu au global. Alexandre, est-ce que tu es prêt? Oui, tout à fait. Fantastique. David et moi allons couper notre caméra et notre micro et c'est à toi de jouer. Très bien. Bonjour, merci d'être tous venus aujourd'hui. Donc effectivement, comme on l'a dit, je vais vous parler de la rédaction par IA, bonne ou mauvaise idée, et puis on va essayer de répondre ensemble à quelques autres questions, ou en tout cas, je vais essayer de vous donner des pistes pour répondre à d'autres questions concernant la rédaction par intelligence artificielle. Alors, on a vu récemment qu'à mesure que l'IA s'infiltre dans notre existence en ligne, elle redéfinit la manière dont on aborde le référencement. Donc le SEO au global, mais également la rédaction en particulier. Donc on va essayer de voir comment elle ouvre de nouvelles possibilités pour créer du contenu. On va parler d'automatisation, on va parler de prompt, on va parler des différentes pistes pour optimiser les workflows concernant la création de contenu par IA. Et donc, je vous invite à plonger avec moi dans le monde passionnant de l'IA. Alors, pour commencer, quelques chiffres pour essayer de poser un petit peu le contexte. Aujourd'hui, le marché de l'IA, c'est 310 milliards de dollars selon certaines sources. C'est la taille du marché qui est prévue en tout cas en 2026 avec un taux de croissance de 40% par an environ selon les prévisions. Donc on peut trouver d'autres chiffres sur Internet, mais ça nous donne en tout cas un peu une idée de la taille de ce marché qui est énorme. Le marché de l'automobile en comparaison, c'est environ 2000 milliards de dollars. Donc on voit que l'IA représente déjà un gros marché puisque le marché de l'automobile est un des plus gros marchés. On peut aussi citer un autre chiffre qui est 70%. 70%, c'est la part des interactions avec les clients qui impliquent déjà des technologies émergentes. Donc j'ai cité ici les chatbots parce que ça fait partie des technologies qui sont les plus appréciées aujourd'hui par les clients dans leur parcours. Mais il y en a d'autres et on voit donc que les clients ont déjà adopté ces technologies et les utilisent déjà. 15%, c'est la part de requêtes quotidiennes sur Google qui sont des requêtes nouvelles. Pourquoi ce chiffre est je trouve intéressant à montrer, c'est qu'il montre en fait qu'on n'a pas encore répondu à tout, qu'il y a toujours beaucoup de nouvelles requêtes qui arrivent et que donc la création de contenu et la création rapide de contenu est toujours un enjeu majeur, notamment pour répondre aux nouvelles requêtes. 60%, la part des spécialistes du marketing qui utilisent déjà l'IA, et oui, c'est déjà plus de la moitié et ce sera certainement bientôt la quasi-totalité, voire la totalité. Et un dernier chiffre intéressant, c'est la part des entreprises qui utilisent l'IA dans le secteur de la santé aujourd'hui, c'est déjà 40%. Pourtant, c'est un secteur qui pourrait être jugé sensible par certains, mais on voit que déjà 40% des entreprises ont adopté cette technologie. Alors, j'avais envie de parler aujourd'hui un petit peu de l'ancêtre de ChatGPT. L'ancêtre de ChatGPT, c'était une technique de rédaction qui était utilisée pour accélérer les workflows, qui s'appelle le content spinning. Et donc, je vous ai mis un exemple ici. C'est en fait un texte à trous où on rentrait différentes itérations et ça permettait de générer rapidement des textes en limitant la duplication entre les contenus. Donc, c'est une technique qui était encore utilisée récemment, avant l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant de revenir là-dessus parce qu'on voit déjà les progrès énormes qu'on a fait.
Et puis, à quelle vitesse on les a fait, parce que quand on voit ça, ça semble déjà une technique préhistorique par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Le nouveau modèle, donc l'IA au service de la rédaction. Donc, on peut revenir un peu sur les différentes IA concurrentes qu'il y a eu. On a parlé de Llama 2, on a Google Gemini, on a Bing Chat. On a beaucoup aujourd'hui de modèles d'IA qui sont en développement. La plupart des outils se basent sur ChatGPT, donc qui est un modèle de langage qui a été créé par OpenAI. Et donc, tous ces outils génèrent des textes en utilisant des algorithmes préentraînés. C'est le petit schéma qu'on voyait sur la droite. À propos de ChatGPT, c'est aussi intéressant de revenir sur la vitesse d'adoption qu'il y a eu. Donc là, j'ai remis le temps qu'il aura fallu pour atteindre 1 million d'utilisateurs pour différents outils. On voit que pour Facebook, il aura fallu 10 ans. Pour ChatGPT, il aura fallu 5 jours. Donc ça montre bien à quel point il y a un phénomène d'emballement et d'engouement autour de ces technologies. Alors les grandes dates d'OpenAI 2015, donc c'est là que l'aventure commence, la machine est lancée avec le lancement d'OpenAI par Elon Musk. Et puis on a ensuite d'autres dates importantes en novembre 2022 par exemple. On a le lancement du Playground. On a en 2023 le lancement de GPT-4 et on voit que le rythme d'adoption s'accélère de plus en plus. Revenons un petit peu sur qu'est-ce que ChatGPT exactement. Donc un modèle de langage artificiel. Donc il est capable de générer du texte et des réponses à partir de données d'entraînement. Le modèle est formé à partir d'un large jeu de données et très précis dans la prédiction des mots et des phrases, c'est ce qui permet d'obtenir des contenus qualitatifs. Et donc c'est un outil très puissant qui peut servir à la fois à générer du contenu texte, mais également à traduire, à traiter du langage naturel ou à faire de l'analyse sémantique. Et puis on verra qu'il y a encore beaucoup d'autres utilisations possibles. L'arrivée prochaine de GPT-5, donc c'est aussi intéressant de revoir ce schéma. Donc GPT-3 avait 175 billions de paramètres. On voit qu'à l'époque du tweet qui est montré ici, on prévoyait que GPT-4 serait beaucoup plus puissant. Ça a été le cas. Concernant GPT-5, on n'a pas encore de chiffres précis, mais on sait également qu'il va être à nouveau beaucoup plus puissant que GPT-4. Donc on voit que les capacités de raisonnement grandissent de manière exponentielle, notamment avec l'augmentation des nombres de paramètres. Voilà, donc j'ai fini cette introduction et je vous invite maintenant à répondre à certaines grandes questions qu'on peut se poser sur la rédaction par IA. Donc, est-ce que les contenus sont de qualité? Combien de temps il faut pour les générer? Et puis, on va essayer de répondre à quelques autres questions sur le sujet. Alors, est-ce que les contenus générés par IA sont de qualité? Je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse. J'ai mis un exemple ici qui est un exemple d'avis client qui a été généré, donc par un rédacteur humain et l'autre par IA. Alors, on peut peut-être prendre juste 2 secondes pour les lire, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai énormément de mal à faire la différence et à identifier lequel a été généré par intelligence artificielle et lequel par un humain. Et en fait, c'est souvent le cas. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience vous-même. On se rend compte que c'est de plus en plus difficile de distinguer les textes IA des textes humains. On peut dire que l'IA est particulièrement performante aujourd'hui sur la forme. Donc, il y a notamment très peu de fautes d'orthographe ou de fautes de grammaire, peu de fautes de syntaxe également. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le fond, ça va souvent varier selon la thématique, selon la précision et l'orientation du prompt qui reste prépondérant aujourd'hui.
Et il faut évidemment faire attention aux imprécisions et aux erreurs. On ne le dira jamais assez. Il faut toujours vérifier les informations qui sont fournies par l'IA, car on a encore parfois des erreurs dans les données. Si on se pose la question de comment optimiser les prompts pour obtenir des textes de meilleure qualité, aujourd'hui, j'avais envie de parler des bibliothèques de prompts qui fleurissent sur le web. Il y en a beaucoup qui commencent à arriver et qui sont assez intéressantes, où vous pouvez piocher des idées pour améliorer vos prompts. Il y a aussi beaucoup d'outils tiers qui intègrent directement l'IA dans des domaines spécialisés. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ces outils, car ils sont souvent très performants. Les anciennes logiques et techniques de rédaction, elles sont aujourd'hui et elles resteront toujours valables, ce qui veut dire qu'en dehors du prompt, le rédacteur est important, puisqu'il va pouvoir utiliser ces techniques. J'ai mis ici le principe de pyramide inversée, qui est très, très connu dans le domaine de la rédaction. C'est bien sûr toujours valable, IA ou pas, pour capter l'attention des lecteurs. Alors, combien de temps pour générer un contenu IA? Est-ce que c'est vraiment plus rapide? Est-ce que c'est très rapide? Alors, quelle est la durée nécessaire? Quelques minutes, quelques heures, quelques jours? Ça dépend. Est-ce que certains ont un avis? Ouais, ça dépend. Effectivement, la durée nécessaire pour générer un contenu IA, ça va dépendre de plusieurs facteurs qu'on va voir sur la slide d'après. Voilà, qui est le facteur principal, c'est le seuil de qualité qu'on attend. Il y a d'autres facteurs qui vont être par exemple la typologie de contenu, mais ça peut être quelques secondes, minutes avec un prompt basique pour si on veut générer par exemple des contenus en masse comme des fiches produits. Il y a un risque de duplication dans ce cas-là de contenu, il y a une richesse lexicale qui va être plus limitée et les optimisations SEO qui seront également plus limitées. Par ailleurs, ça peut être quelques dizaines de minutes, voire quelques heures avec un prompt affiné si on souhaite créer un contenu plus unique, plus structuré, plus riche et apporter en fait vraiment une unicité, une valeur ajoutée au contenu. Ces contenus, donc, on va générer plus ou moins rapidement. Peut-on se positionner avec sur Google et également, peut-on se positionner de façon pérenne sur Google avec et pas uniquement quelques jours? Eh bien, a priori, oui. La réponse aujourd'hui serait plutôt oui, s'ils sont bien faits. J'ai mis un exemple ici d'un site dans le domaine de la cuisine qui a été lancé, qui a généré environ 200 fiches recettes par IA, avec une démarche humaine au départ, c'est-à-dire que la stratégie, bien sûr, reste humaine au départ. Il y a également eu des backlinks qui ont été faits, et je vous ai mis les courbes d'utilisateurs à droite, et on voit qu'on a eu une croissance exponentielle des utilisateurs qui, pour l'instant en tout cas, n'est pas retombée. Autre exemple sur la slide ici présente, un site dans le domaine de l'assurance pour animaux où j'ai pu mettre en place des contenus rédigés par IA autour de déclinaisons, donc assurance plus race de chien, en l'occurrence ici. Ce qui en est ressorti, c'est que j'ai pu avoir une position moyenne de 3 sur Google, donc 3e position en moyenne sur Google. Et ces contenus, j'ai mis 3 fois moins de temps à les rédiger. Donc ça veut dire que je peux considérer que mon ROI a été 3 fois supérieur dans la mesure où j'ai mis 3 fois moins de temps. Juste pour revenir là-dessus, vous trouverez beaucoup d'autres exemples sur le web d'études qui ont été faits sur les contenus par IA qui sont très intéressants, mais globalement, voilà, ce qu'il en ressort, c'est que ça marche très bien. Alors, Google peut-il les détecter? Et s'il peut les détecter, est-ce qu'il peut les pénaliser?
C'est vrai que l'IA pose des problèmes éthiques et moraux. On a parlé, il y a eu plusieurs polémiques dans les médias. Il y a eu, par exemple, la triche dans les lycées et les universités avec les étudiants qui a été mise en avant. Il y a eu le problème de certaines données erronées qui ont été fournies dans les contenus IA. Et du coup, il y a eu beaucoup d'outils de vérification qui sont développés, comme Lucid et Winston, mais il y en a beaucoup d'autres qui permettent de détecter ces contenus. Ce qu'on peut citer comme exemple à ce sujet-là, c'est une communication qui est apparue dans Le Monde récemment qui annonçait que OpenAI, pour sa part, a décidé de mettre un terme à l'équipe qui était chargée de la sécurité sur une potentielle surintelligence artificielle. Donc, en tout cas, pour ce qui est d'OpenAI, ils ne vont plus avoir une équipe dédiée à la prise en compte des risques pour le moment. Donc c'est une information qui est quand même importante. Et pour ce qui est de Google, ce qu'on va voir sur la slide d'après, c'est que dans sa communication, Google, alors ces tweets datent un peu, mais ça n'a pas changé depuis. On voit que dans sa communication, Google, en réalité, se fiche plus ou moins de savoir comment est conçu le contenu. Pourquoi ? Puisque ce qui compte pour Google, c'est la pertinence pour l'utilisateur, c'est est-ce qu'il va rendre son client satisfait ou pas ? Est-ce qu'il va répondre à la demande de son client ? Une autre question qu'on peut se poser quand on est rédacteur ou marketeur, c'est est-ce que je peux créer tout type de contenu par IA ? Est-ce qu'ils seront tous de qualité et performants ? Alors, ce qu'on peut dire notamment là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'IA est adaptée pour créer beaucoup de types de contenus, notamment pour les contenus evergreen, mais elle peut également être utilisée pour d'autres types comme des fiches produits par exemple. Mais pour cela, dans tous les cas, il sera nécessaire d'aiguiller la machine en lui fournissant des caractéristiques et des informations les plus précises possibles. Et on vous a mis un exemple ici pour les fiches produits. Pour l'actualité, c'est un autre sujet où on utilise beaucoup l'intelligence artificielle. L'IA est également tout à fait adaptée. Ici, c'est un exemple d'un article de l'équipe sur l'Open d'Australie, donc un qui a été rédigé manuellement, un par IA. Et franchement, c'est très difficile de faire la différence entre les deux. On va voir ici le prompt qui a été utilisé. Donc, c'est un prompt qui fait seulement quelques lignes et qui utilise la technique de rédaction de pyramide inversée qu'on a vu tout à l'heure. Concernant les autres formats de contenu, donc l'IA est également parfaitement adaptée pour créer d'autres formats comme la vidéo. Ici, j'ai mis un exemple de prompt vidéo qui a été généré par ChatGPT, mais aujourd'hui, on a énormément d'outils spécialisés qui permettent de générer des vidéos par intelligence artificielle et qui intègrent directement l'IA. Le PowerPoint, c'est pareil, totalement possible de générer une présentation PowerPoint complète par intelligence artificielle, que ce soit sur ChatGPT ou sur des outils dédiés, c'est pareil. Il y a également beaucoup d'outils spécialisés qui se sont développés sur le sujet, mais je vous ai mis un exemple de comment obtenir du code VBA PowerPoint sur ChatGPT avec un prompt. Alors, Google va-t-il mourir à cause de ChatGPT ? Très grande question. Revenons un peu sur l'historique. On a eu des investissements qui ont été faits par OpenAI qui ont permis de lancer ChatGPT en grande pompe. Sparrow était la réponse de Google au départ. Sparrow qui a évolué pour devenir aujourd'hui Gemini. On a dans le dernier keynote 2024 le projet Astra qui a été présenté, qui semble être le futur de la recherche multimodale.
Et ce sera un OK Google capable de voir, entendre, mémoriser et agir. Donc vraiment un assistant personnel utilisant l'intelligence artificielle qui serait à la fois multimodal et qui pourrait répondre à quasiment tous les besoins. Si on essaye d'aller plus loin dans l'exploitation de l'IA aujourd'hui, on peut donc non seulement intervenir sur beaucoup de types de contenus, analyser des avis clients, corriger des textes, des métadescriptions, on peut faire des posts de réseaux sociaux, traduire, mais on peut également avoir d'autres usages, comme des usages un peu plus marketing, comprendre vos personnels. Ici, j'avais posé une question à l'IA pour comprendre un peu les besoins de mes personas sur un produit donné, et on voit que les résultats sont plutôt intéressants. C'était pour du parfum. Il me sort par exemple les allergies, les conseils d'achat ou l'éthique qui sont pour moi des critères pertinents. Autre usage un peu plus SEO ou marketing qui est de développer l'arborescence. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant à faire via intelligence artificielle. En lui fournissant, par exemple, des listes de mots-clés, il est capable de nous sortir des groupements sémantiques qui seraient adaptés aux besoins des utilisateurs. À ce sujet, on peut dire qu'il ne faut pas se contenter évidemment du premier jet qui est donné par l'IA. Chaque entreprise est unique, chaque produit est unique, et c'est en fait la valeur ajoutée que va apporter la personne qui va taper le prompt, qui va rendre le résultat évidemment pertinent et unique sur le marché. Aussi, il faut préciser les besoins, la concurrence, le contexte, les forces et les faiblesses de l'entreprise. Plus on amène son expertise, plus évidemment le résultat va être intéressant. Donc c'est le cas ici où j'ai pu préciser que mes produits étaient bio, par exemple, ou que j'avais besoin de mettre en avant la période de Noël. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que en plus de ça, il ne faut pas hésiter à jouer et dialoguer avec l'IA à de nombreuses reprises pour lui demander des compléments d'informations de ci et là pour apporter des précisions. Et toujours pareil, essayer d'apporter une valeur ajoutée. Donc surtout, ne pas hésiter à dialoguer avec l'IA. On peut également mettre en place des workflows qui vont permettre d'optimiser les prompts de plus en plus pour avoir de moins en moins de travail manuel à refaire derrière. Mais en tout cas, il ne faut pas se contenter du premier résultat qui est donné. L'automatisation, c'est une autre chose qui a été rendue possible, ou en tout cas facilitée avec l'intelligence artificielle. C'est vrai dans la création de contenu, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines qui touchent le SEO et le marketing. Comme exemple d'automatisation, donc j'ai mis après un slide sur ce qu'a fait Decathlon par exemple. Decathlon a choisi de faire appel à Verbolia, qui est une solution qui permet de générer des landing pages en masse et qui utilise l'intelligence artificielle pour cela. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont actuellement généré 21 000 pages de cette façon. Que ces pages sont plutôt bien visibles sur les moteurs de recherche et qu'elles représenteraient plus ou moins 13% du trafic hors marque actuellement. Donc on voit le potentiel de l'automatisation et à quel point certaines entreprises ont déjà adopté ce système. Aujourd'hui, l'IA générative se développe dans tous les domaines. J'ai remis quelques exemples ici. Il y en a beaucoup d'autres. On peut faire des portraits, on peut générer des images, on peut générer des vidéos. Google, notamment à VO, qui va arriver pour les vidéos. On peut également créer des voix, donc
Et aujourd'hui, on est capable vraiment d'avoir des outils spécialisés pour à peu près tous les besoins. Ou en tout cas, prochainement, ce sera le cas. On aura des outils spécialisés pour tous les besoins par IA. J'ai remis des... Je ne sais pas si certains ont entendu la polémique sur Undies qui a lancé ses campagnes de publicité en générant ses images avec l'intelligence artificielle. C'est une des premières entreprises qui l'a fait. Ça a beaucoup fait parler, du coup, le buzz a été très positif pour l'entreprise. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir le débat que ça a suscité dans les médias et finalement un accueil plutôt positif de la part des clients. Voilà, alors maintenant pour conclure, tu peux passer Camille. Donc l'IA améliore la performance des résultats de recherche en comprenant le contexte derrière les requêtes. Donc c'est des modèles prédictifs qui permettent d'anticiper les termes populaires. Aujourd'hui, la supervision humaine, en tout cas, permet toujours de garantir la qualité et la pertinence du contenu généré. Les évolutions possibles qu'il y a, notamment sur la rédaction par IA et ses conséquences. Alors, c'est toujours difficile de se lancer dans des prédictions, mais ce qu'on voit circuler actuellement et comme tendance et comme information, ce serait possiblement une marque qui serait plus forte ou le besoin d'une marque plus forte pour se distinguer des autres. Peut-être un phénomène de rédaction plus éthique et engagé, donc on parle de slow content, qui sera un phénomène en réaction au contenu intelligence artificielle. Le perfectionnement du ton et des styles qui vont être possibles de développer via intelligence artificielle, c'est encore un axe où il y a des progrès possibles et qui va certainement évoluer prochainement. Une intégration accrue des préférences utilisateurs, notamment en utilisant la data qui est disponible sur est-ce que les utilisateurs ont apprécié un contenu ou pas, quel type de contenu ils veulent consommer. En recueillant toutes ces données, en mettant en place un process d'amélioration continue, on pourrait générer des contenus par IA de plus en plus performants en fonction des résultats directement qu'ils ont auprès des utilisateurs. Et puis, plus de législation qui pourrait conduire à des IA payantes, notamment. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être le cas, notamment à cause des droits d'auteur. Donc voilà. Est-ce qu'on aura de plus en plus de législation? Est-ce que les IA seront de plus en plus chères? C'est une possibilité. Merci beaucoup, Alexandre, pour toutes ces précisions sur du coup les différentes utilisations de l'IA pour accompagner la rédaction. David, il est maintenant l'heure pour toi de prendre la parole pour nous parler d'une potentielle nouvelle naissance qui serait la naissance du coup d'un 4e pilier SEO. Je te laisse aborder le sujet. Je suis certaine que tu as plein de nouvelles choses à nous apporter. Merci Camille. Bonjour à tous déjà. Du coup, comme effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de la naissance d'un 4e pilier SEO. Donc, on va sortir un petit peu du cadre IA pour se concentrer un peu plus sur l'algorithme SEO et voir que du coup, il y a pas mal de changements qui ont lieu ces derniers mois avec différentes mises à jour. Avant de commencer, du coup, je vais rapidement me représenter. Donc, moi, je m'appelle David Bou, je suis consultant SEO et Head of SEO de l'agence Noise. Ça fait une 15aine d'années que j'ai découvert les acronymes SEO et SEA. Je me suis d'abord orienté vers la partie SEA, référencement payant, et c'est finalement depuis 10 ans que je me suis recentré sur la partie SEO. Du coup, depuis toujours, en fait, le SEO repose sur 3 piliers principaux que vous connaissez certainement, la technique, le contenu et le netlinking, la popularité. Donc ça, c'est depuis longtemps que le SEO repose sur ces 3 critères. Maintenant, on va voir que ces derniers mois, on voit des évolutions côté Google et on peut possiblement dire qu'on assiste à la naissance d'un 4e pilier dans cet algorithme.
Un petit rappel un petit peu des grandes évolutions de l'algorithme Google sur la partie contenu SEO. Donc, une première phase, donc là on remonte assez loin dans le passé sur vraiment le tout début de Google. Donc une phase 1 où finalement il suffisait de répéter plusieurs fois les mots-clés sans forcément avoir de qualité sur le contenu ou sur le contexte du contenu. Et le fait de répéter les mots-clés permettait comme ça de se positionner efficacement. La période est désormais révolue. On a assisté ensuite au début des années 2000 à une deuxième phase où il fallait toujours avoir des contenus et des mots-clés, mais il fallait également les structurer avec des balises HN, H1, H2, etc. Je passe assez rapidement. On est passé ensuite sur une phase 3 avec la mise à jour Google Hummingbird qui a amené un petit peu d'intelligence et davantage de finesse dans la compréhension de l'analyse des requêtes. On assiste au début finalement du SEO sémantique. Ensuite, en 2015, avec Google RankBrain, on assiste à une quatrième phase où on commence à parler d'intention de recherche. Donc Google commence à utiliser l'intelligence artificielle pour justement, encore une fois, améliorer sa compréhension des intentions de recherche. Et jusqu'à peu, finalement, on était encore sur cette partie-là. Et on va voir que du coup, il y a une cinquième phase qui a vu le jour. Camille, est-ce que tu peux passer? Merci. Donc, petit rappel encore sur la partie intention de recherche. Un des exemples assez marquants et assez flagrants que j'ai pu constater sur un de nos clients l'année dernière. Donc, on voit la courbe de la Search Console. Donc, en l'occurrence, c'est sur une page bien particulière, bien précise. Et en l'occurrence, le fait d'ajouter une liste à puces, avec une liste répétée de tous les acteurs qui étaient positionnés sur la page. Donc, ce n'était pas un contenu unique, c'était vraiment une liste reconnue et officielle. Le fait d'ajouter simplement cette liste à puces sur le contenu de la page de mon client, du coup, a permis d'avoir des résultats qui étaient extrêmement rapides et fulgurants. Du jour au lendemain, finalement, la page a réussi à se positionner sur un très grand nombre de requêtes, et notamment dans des encarts People Also Ask, puisque la liste à puces permettait de répondre à des questions que se posaient les internautes. Donc, quand on parle d'intention de recherche, on est à la fois sur le fond, mais également sur la forme. Quel format doit prendre le contenu? Est-ce que c'est une liste à puces? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est un paragraphe? Est-ce que c'est une image, une vidéo, etc. C'est vraiment aussi important le fond que la forme pour répondre à cette logique d'intention de recherche. Pour illustrer l'intention de recherche, j'ai remis ici un exemple assez commun. Je pense que tout le monde ici a déjà entendu parler de cet exemple. C'est la différence de traitement et de résultats que Google propose sur les requêtes pain au chocolat et chocolatine. Donc, deux mots-clés qui veulent dire sensiblement la même chose, qui font référence au même produit, à la même viennoiserie. Mais finalement, si on regarde un peu plus dans le détail ce que Google propose comme résultat sur ces requêtes-là, on peut s'apercevoir qu'on a un traitement de l'intention de recherche qui est complètement différent. Donc, sur pain au chocolat, on va essentiellement avoir des recettes. On voit d'ailleurs qu'il y a le bloc recettes qui apparaît assez haut sur la page, alors que si on est sur chocolatine, on va avoir une intention qui va être complètement différente avec la fiche Wikipédia du pain au chocolat qui apparaît en premier, et très rapidement, on va avoir des articles éditoriaux qui vont justement parler de la petite guéguerre entre le terme chocolatine et le terme pain au chocolat. Donc, on est vraiment sur un traitement d'intention qui est complètement différent. Et on voit du coup l'encart autre question qui montre bien que sur chocolatine, on est plus sur une intention éditoriale. Un petit conseil que je peux donner pour justement comprendre un petit peu plus et identifier assez rapidement finalement qu'est-ce que Google attend par rapport à l'intention de recherche d'un mot-clé, c'est d'utiliser les onglets qui apparaissent tout en haut de la page de résultats de recherche. Donc là, j'ai mis quelques exemples: guacamole, tatouage mexicain, finale du Coupe de France 2024 et agence SEO. Et on peut voir que du coup, les onglets qui apparaissent ne sont pas les mêmes et ne sont surtout pas dans le même ordre. Si on voit par exemple sur tatouage mexicain que très rapidement, donc on a l'onglet tous, et juste après, on a l'onglet images qui apparaît. Donc typiquement, on peut s'attendre à ce que l'intention de recherche qui soit attendue derrière cette requête-là soit essentiellement portée sur de l'image, puisque l'utilisateur qui tape ce mot-clé-là va vouloir voir des exemples et des modèles de tatouage.
À l'inverse, si on prend la finale de la Coupe de France 2024 qui a lieu samedi prochain, on voit que le deuxième onglet, c'est l'onglet Actualité. Donc, on voit vraiment qu'on est sur un traitement d'intention qui est relatif à l'actualité. On est vraiment très, très proche. Et si je prends le dernier exemple avec Agence SEO, on est sur lieu et site de lieu. Donc là, on voit très clairement que l'intention de recherche qui est attendue par l'utilisateur est d'avoir une adresse, d'avoir une agence à proximité de chez lui pour pouvoir l'accompagner sur sa stratégie SEO. Quelques updates, 2 updates qui sont finalement assez passés inaperçus, je trouve, dans les communications et qui pourtant sont assez importantes à connaître pour bien comprendre un petit peu aussi l'évolution vers laquelle tend Google. Donc déjà, c'est la passage update en 2021 et cette passage update, du coup, c'est une mise à jour qui était assez fondamentale pour Google puisque ça lui a permis de mieux comprendre une partie d'une page et de différencier. Auparavant, avant cette mise à jour, c'était finalement le contenu global de la page qui permettait d'être pris en compte, alors que maintenant, il arrive à mieux comprendre des paragraphes et même des phrases à l'intérieur des paragraphes pour répondre finalement à des intentions de recherche qui sont un peu plus spécifiques. Une autre mise à jour assez importante, c'est la Hidden Gem Update, donc là qui pour le coup est beaucoup plus récente puisqu'elle date de novembre 2023. Et cette Hidden Gem Update, finalement, elle vise à valoriser un peu les contenus qui apportent un regard personnel, qui apportent de l'expérience, qui apportent des Hidden Gems, donc des pépites cachées. Donc Google arrive à mieux identifier justement les contenus qui apportent une vraie valeur ajoutée à l'utilisateur et qui sont au contraire pas simplement des redites et des synthèses de ce qu'il connaît déjà dans son algorithme. Donc c'est pour ça que suite à cette mise à jour, on a vu beaucoup de forums, de blogs et de réseaux sociaux qui apportent une information souvent plus authentique, qui du coup ont obtenu des gains de visibilité. Et notamment Reddit aux États-Unis, pour ceux qui suivent un petit peu. Donc, du coup, la 5e phase, on va arriver finalement dans le cœur du sujet. La 5e phase, c'est l'ajout et la prise en compte accentuée des signaux utilisateurs. Donc, ça a été introduit en 2021, mais ça a surtout accentué depuis 2023. Et même en 2024, on voit que c'est encore très, très fortement marqué. Que du coup, voilà, Google se base sur les signaux d'utilisateurs, les signes d'engagement qu'il peut collecter grâce à Google Chrome notamment. Et justement, ces signaux utilisateurs peuvent influencer finalement les résultats de recherche. Qu'est-ce qu'on entend par signaux utilisateurs? On les a catégorisés un petit peu en différentes façons. Donc, voilà, 4e pilier, donc le SXO, l'engagement, l'UX. Qui du coup vient rajouter une couche supplémentaire finalement aux 3 piliers qu'on avait connus jusque-là. Du coup, les signes d'engagement, il y a 5 signaux sur lesquels on va se concentrer un petit peu aujourd'hui. Donc le premier, c'est les Core Web Vitals. Le deuxième, c'est le CTR, le taux de clic. Ensuite, on va avoir le Dwell Time, qu'on peut aussi identifier comme le temps passé sur une page. Le dwell time, c'est un critère qui est très valorisé dans plein d'algorithmes de réseaux sociaux comme LinkedIn ou comme TikTok, mais aussi également sur l'algorithme Google, et également du coup le trafic et le pogo sticking. Le pogo sticking, c'est une version un petit peu plus fine finalement de la logique de taux de rebond. C'est un utilisateur qui arrive sur votre site, repart directement de votre site pour cliquer sur un deuxième résultat Google. Donc ça montre un signe négatif finalement comme quoi l'utilisateur n'a pas trouvé la réponse qu'il attendait sur votre site. Du coup, sur la partie Core Web Vitals, donc pour ceux qui ne savent pas, les Core Web Vitals, c'est des métriques, des indicateurs que Google utilise pour évaluer la performance des sites web et notamment la performance d'un point de vue de temps de chargement. Donc là, on voit l'exemple dans la capture d'écran sur la droite. Donc c'est un rapport qui est dans la Search Console, l'outil de Google, qui vous montre justement un petit peu l'état de santé d'un point de vue Core Web Vitals pour voir justement si votre site est plutôt rapide ou pas pour les utilisateurs.
Et donc, il y a 3 critères, 3 métriques sur lesquels Google se base pour justement établir ces Core Web Vitals. Donc, jusqu'à il y a peu de temps, on avait 3 indicateurs que sont le LCP, le FID et le CLS. Donc, le LCP, ça vise à analyser un peu la vitesse de chargement et plus précisément la vitesse de chargement de l'élément le plus imposant sur la page. Donc, généralement, ça va être une image à la une ou le premier paragraphe, enfin, voilà, l'élément qui va être directement vu et qui va être le plus impactant dès le chargement de la page. Le FID qui montre le niveau de réactivité et le CLS qui montre le niveau de stabilité visuelle. S'il y a des éléments qui se chargent à différents moments et qui viennent un petit peu perturber l'expérience utilisateur, ça peut aussi dégrader finalement votre score Core Web Vitals. Donc, ces 3 indicateurs, c'était jusqu'à il y a peu de temps, comme je l'ai dit, puisque depuis mars 2024, le FID a été remplacé par un autre indicateur qui est le INP, qui vise toujours à montrer la réactivité. Donc on est toujours sur la même logique d'analyse, c'est juste que l'INP a une dimension un peu plus globale, alors que le FID se concentrait uniquement sur le chargement, sur la réactivité du premier élément. Là, maintenant, c'est vraiment le niveau de réactivité de l'ensemble des éléments d'une page, que ce soit un burger au menu ou une liste déroulante, des choses comme ça. Du coup, les Core Web Vitals, son rôle, il est plutôt simple, c'est d'identifier les sites qui proposent la meilleure expérience d'un point de vue temps de chargement à ses utilisateurs. Et clairement, ce qui va être pris en compte, ce ne sont pas uniquement les indicateurs, mais plutôt les indicateurs tels qu'ils sont perçus par les utilisateurs réels. Et ils se basent pour ça sur ces données, des données publiques qu'on appelle des CRUX, Chrome Experience Utilisateur Report. Pour autant, ce qu'il faut savoir sur les Core Web Vitals, c'est que c'est vraiment considéré comme des tie-breakers. Pour ceux qui sont adeptes du tennis, le tie-break, c'est quand 2 joueurs n'arrivent pas à se départager à la fin d'un set. On fait justement un tie-break pour réussir à les départager. Donc là, les Core Web Vitals, ça agit vraiment comme des tie-breakers. Donc, c'est 2 pages qui seraient sensiblement équivalentes d'un point de vue optimisation SEO. Les Core Web Vitals peuvent jouer le rôle de l'arbitre et du départageur finalement sur ces 2 pages-là au contenu qui serait similaire. Donc, ce n'est pas des critères qui sont vraiment très, très stratégiques, ou en tout cas, ça ne doit pas être au sommet de votre roadmap, sauf si justement vous êtes extrêmement mature sur l'ensemble du contenu et sur la technique. Autre critère assez important sur la partie signaux utilisateurs, c'est le taux de clic. On en entend de plus en plus parler également. Le taux de clic, c'est l'indicateur qui mesure le rapport entre le nombre de clics et le nombre d'impressions. Et il faut savoir que c'est un critère qui est extrêmement pris en compte sur les campagnes Google Ads, et ce depuis de très très nombreuses années. Sur la partie SEO, ce n'était pas un critère qui était fortement pris en compte jusqu'à peu, mais ça l'est de plus en plus. Et on voit aujourd'hui que des sites qui arrivent à avoir des taux de clics supérieurs à ce qu'ils sont censés avoir par rapport à leur position, c'est pour ça qu'on parle vraiment de CTR relatif, justement peuvent se retrouver à avoir des effets de boost sur leur positionnement. Donc, on va le revoir juste après avec des exemples plus concrets. Mais c'est vraiment cette histoire de CTR relatif. Donc, sur une position 3, je suis censé avoir tel CTR. Si j'ai un CTR qui est plus élevé que mes concurrents et plus élevé que ce que Google espère sur un résultat de ce type-là, possiblement, Google va être tenté de me valoriser davantage et de me positionner sur un résultat un peu plus élevé. Un exemple assez concret pour justement identifier un petit peu l'impact du taux de clic, c'est sur le mot-clé SPA Paris ou SPA Paris, je ne sais pas comment on le prononce. Ça va surtout être dépendant finalement de l'intention qu'on va avoir lorsque l'on réalise cette requête. Donc sur ce mot-clé-là, finalement, il y a 2 intentions de recherche qui sont plutôt en compétition. Il y a les établissements de massage et il y a la SPA, la Société protectrice des animaux de Paris. Globalement, ce qu'on peut voir en regardant la page de résultats de recherche, c'est que l'intention principale attendue par Google et par les utilisateurs, ça porte surtout sur les établissements de massage. On voit avec la capture d'écran sur la gauche, on a un bloc local, on a une majorité de résultats qui montrent des établissements de massage. Pour autant, si on regarde la capture d'écran à droite qui montre l'évolution des positionnements SEO du site de la SPA sur ce même mot-clé,
un screenshot qui vient de l'outil SEO Server, on voit que très régulièrement, le site a des pics et se positionne très très bien. Il se positionne deuxième, premier, alors qu'en temps normal, il est plutôt en bas de première page. Est-ce que vous savez pourquoi et quel est le point commun finalement entre les différents points rouges? Bon. Les différents points rouges, finalement, ils correspondent tous à soit un dimanche, soit un jour férié. Donc, très clairement, moi, l'analyse que j'en fais, c'est de me dire le dimanche et les jours fériés, les établissements de magie sont fermés et donc les utilisateurs sont moins en recherche d'informations sur ces établissements-là, alors que possiblement la SPA peut être ouverte ou en tout cas on met un peu plus d'intérêt sur la partie loisirs et sur les animaux de compagnie. Donc à chaque fois qu'on est sur un dimanche ou un jour férié, le site de la SPA progresse ponctuellement d'un point de vue positionnement. Et dès qu'on est sur un jour de la semaine plus classique, il redescend finalement à son positionnement plus normal, on va dire. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir aussi sur la partie taux de clic, c'est que c'est extrêmement volatile. On l'a vu justement avec l'exemple précédent où on voit que d'un jour à l'autre, le taux de clic risque d'être complètement différent. Et il faut savoir aussi que plus on va avoir une page de résultats de recherche et un mot-clé qui va être très concurrentiel, plus les variations de CTR peuvent être très importantes. Et donc, forcément, plus on va avoir des oscillations et des variations dans les positionnements. Donc aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, c'est beaucoup plus difficile de maintenir une première position continuellement, toujours, et de façon extrêmement stable. Donc plus la requête va être concurrentielle, plus on risque d'avoir des évolutions de CTR et donc possiblement des évolutions de positionnement. Du coup, une question que vous vous posez certainement, c'est comment on fait pour améliorer ce CTR? On a synthétisé finalement 7 conseils qui peuvent être intéressants pour essayer d'améliorer la partie CTR. Donc déjà, les points 1 et 2, c'est la balise title et la métadescription qui sont des éléments que Google reprend pour afficher le snippet, donc afficher l'annonce SEO dans ses pages de résultats de recherche. Donc, typiquement, on peut aussi essayer d'optimiser et d'avoir quelque chose d'assez accrocheur. Sur la balise title, par exemple, on était très focus sur l'optimisation SEO il y a quelques années. Aujourd'hui, on a toujours la nécessité de mettre le mot-clé SEO qu'on vise, mais on peut aussi essayer d'avoir un petit peu plus de liberté et un peu plus de copywriting pour justement essayer de maximiser le taux de clic. Donc on le voit par exemple avec le screenshot à gauche où le site Alliance a mis un petit emoji de voiture qui permet aussi d'attirer l'œil un petit peu et d'essayer d'améliorer l'attractivité de l'annonce. L'utilisation des rich snippets, donc des microdonnées, on voit qu'il y a plein de microdonnées qui sont utiles et qui peuvent justement enrichir l'annonce SEO. Donc on le voit par exemple ici avec les étoiles qui viennent aussi attirer l'œil, mettre un petit peu de couleur, un petit peu de dynamisme dans l'annonce SEO. On voit que ça peut être un élément qui peut venir aussi en plus faire une différence par rapport à ses concurrents. Le fait d'adresser une question fréquente, c'est pareil, ça peut être directement toucher le cœur de vos utilisateurs et qui peuvent du coup se sentir beaucoup plus réceptifs par rapport à la promesse que fait votre annonce SEO par rapport à son besoin. L'utilisation de chiffres et de statistiques du coup qui viennent aussi apporter un petit peu de relief dans cette masse de contenu. On le voit par exemple avec le Lynx qui du coup a utilisé le nombre 379 € qui attire bien l'attention. On peut aussi jouer sur le côté majuscule, comme avec la MAP, meilleur rapport qualité-prix qui est en majuscule. Voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent être travaillés pour justement faire en sorte de maximiser un petit peu l'attractivité d'une annonce. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'on peut aussi mettre en place des tests AB avec les annonces ads pour justement identifier un petit peu les arguments qui sont les plus sensibles pour les utilisateurs. Donc là, pour le coup, je vais raconter une petite anecdote que j'ai connue il y a quelques années lorsque je gérais encore des campagnes ads pour un client, pour une cliente dans le domaine du cadeau, très, très dépendant finalement des fortes périodes de saisonnalité et notamment la fête des mères.
du coup, il y avait justement cette nécessité d'avoir des arguments chocs et de trouver l'argument qui touchait le plus et qui permettait d'avoir un meilleur taux de clic. On en a testé plein grâce aux annonces Google Ads, et donc la livraison 24 heures, la livraison gratuite, je ne sais plus ce qu'il y avait, la qualité française, le fait que c'était des produits de qualité, etc., etc. Et en fait, à chaque fois qu'on a mené des tests AB, à chaque fois, c'était toujours le même argument qui faisait mouche, c'était la livraison 24 heures. On est sur une logique de cadeau, l'idée de pouvoir envoyer le cadeau soit à la date d'anniversaire, soit le jour même de la fête des mères. Donc, c'était vraiment cette logique de livraison 24 heures qui était extrêmement valorisée. On voyait qu'à chaque fois, on avait 20% de taux de clic en plus. Donc, 20% de taux de clic, à titre comparatif, c'est une annonce était à 5%, l'annonce avec la livraison 24 heures était à 6%. Donc, on avait vraiment un impact très, très fort et très clairement, le fait de l'identifier rapidement grâce aux annonces ads a permis de le répliquer ensuite sur les annonces SEO. Voilà, profitez-en vraiment pour faire des tests AB avec vos annonces ads que vous pourrez ensuite répliquer pour votre SEO pour essayer de justement tirer parti de l'enseignement que vous pouvez avoir. Autre élément qui est assez intéressant, qui va faire aussi un peu le lien avec une partie suivante. On a mené une étude au sein de Noise récemment sur l'importance du branding pour le taux de clic. Donc, le graphique à gauche n'est pas forcément hyper représentatif, mais je vais vous raconter un petit peu plus de détails sur cette étude. On a pris une dizaine d'acteurs dans un même secteur d'activité, donc des acteurs qui avaient une très forte notoriété. Donc, on voit sur la capture d'écran 1 500 000, donc c'est le nombre de recherches effectuées sur la marque par mois. Donc, on est vraiment sur une marque nationale très très forte. Et on a à côté des annonceurs qui sont beaucoup moins recherchés, beaucoup moins populaires. Et on voit que justement le taux de clic par position, hors marque, est beaucoup plus fort pour des acteurs qui auraient une notoriété assez importante. Donc typiquement, le client qui a 1 500 000 recherches mensuelles sur sa marque a un taux de clic pour une même position, a un taux de clic qui va être beaucoup plus élevé. Si on y réfléchit un petit peu, c'est assez logique. On est vraiment sur un biais cognitif où l'utilisateur qui connaît la marque, qui a déjà vu passer la marque, du coup, aura plus de facilité à cliquer sur son résultat plutôt qu'un résultat d'une marque qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Autre critère d'utilisateur, donc le trafic, le dwell time et le pogo sticking. On va voir justement la partie trafic avec un autre exemple assez concret et assez marquant qui vient illustrer justement l'impact que peut avoir l'acquisition de trafic sur le référencement naturel. Donc là, l'exemple, pour ceux qui connaissent l'émission Qui veut être mon associé sur M6, j'ai un ami qui est passé dans l'émission en février dernier et qui du coup proposait un projet d'un barbecue un peu révolutionnaire qui s'allume tout seul. On appuie sur un bouton et le barbecue à charbon va s'allumer. Et donc, techniquement, le site vise l'intention et le mot-clé barbecue connecté, même si d'un point de vue SEO, il n'a pas le droit officiellement de cibler et de communiquer sur le terme barbecue connecté, puisqu'il n'a pas encore les fonctionnalités officielles qui lui permettent d'être reconnu comme tel. Et donc, sur le mot-clé barbecue connecté, au soir de l'émission, le site était positionné 4e sur ce mot-clé-là. Et j'ai suivi un petit peu au fur et à mesure de la soirée, au fur et à mesure un petit peu de l'émission, l'évolution du positionnement du site. Et il s'avère qu'une heure après leur passage, forcément, vous imaginez bien un passage sur 1 heure de grande écoute, ça a eu un impact énorme d'un point de vue trafic et visibilité de leur site. Il y a énormément de gens qui sont venus sur le site à ce moment-là, 70 000 personnes en simultané. Et on voit qu'1 heure après l'émission, le site était passé premier sur le mot-clé barbecue connecté. Donc en l'espace d'1 heure, le site, rien que par l'acquisition de trafic, du coup, a pu gagner énormément de positions et a profité d'un boost de visibilité énorme sur ce mot-clé qui, pour le coup, n'est pas parfaitement optimisé d'un point de vue SEO. Mais il s'avère que du coup, ce positionnement et ce boost de visibilité n'a pas duré puisque le lendemain soir, le site était retourné à son positionnement précédent, donc il est revenu 4e, 5e. Donc ça a vraiment été un boost très temporaire.
Du coup, l'importance du branding, c'est un autre élément assez important qui est de plus en plus valorisé par l'algorithme Google. Ça fait écho exactement avec la logique EAT, qui est la nouvelle version du principe EAT que Google a commencé à aborder, surtout en 2018 avec la mise à jour Matic Update. Donc EEAT et EAT, donc c'est des règles, des lignes directrices qui sont fournies à des utilisateurs qui sont qui sont chargés de vérifier et de mesurer un petit peu la pertinence des résultats de recherche. Et donc les critères, l'expertise, l'autorité et la confiance sont des éléments qui sont valorisés et qui sont transmis à ces quality directeurs pour qu'ils puissent juger finalement de la pertinence d'un résultat de recherche. Donc, on était sur du EAT et depuis peu, Google a rajouté une nouvelle lettre à l'acronyme, donc il a rajouté l'expérience. Et du coup, ça fait un petit peu écho finalement avec la Hidden Gem Update, où justement, il faut valoriser un petit peu l'expérience et montrer qu'on est légitime à communiquer sur un sujet. Du coup, je vois que Guillaume, dans le chat, parle de traffic is the new backlink. J'ai davantage valorisé le branding is the new backlink. Le fait d'avoir un site qui soit autoritaire, qui soit recherché, qui soit connu de sa communauté, de ses clients, c'est un élément qui va être aussi très valorisé. On voit de plus en plus qu'il faut valoriser sa marque. Comme on le dit, l'autorité d'une marque, c'est le meilleur bouclier contre les mises à jour de Google. Et cette autorité d'une marque, on peut le mesurer par plein d'indicateurs. On l'a vu avec le volume de recherche sur la marque, mais on peut aussi le voir avec la partie réputation, les avis clients sur Google, mais sur d'autres sites tiers, la présence et l'interaction sur les réseaux sociaux, les mentions et les citations de la marque, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qui peuvent justement mesurer un petit peu ce niveau de branding. Et là, on le voit avec la capture d'écran à droite qui vient du type Decibel, où on voit l'évolution du volume de recherche sur la marque Noise, où on voit que c'est en progression. Autre exemple assez concret qui permet de mesurer et de montrer finalement, de prouver l'importance de l'autorité d'une marque contre les mises à jour de Google, c'est sur le mot-clé tondeuse à gazon. On a pu voir sur les dernières mises à jour, et notamment celle de mars, qu'il y a eu énormément de changements dans les positionnements SEO. Et on voit que des outils comme Outil Wolf, Stop Motoculture ou encore Oleomac, du coup, a bien progressé d'un point de vue visibilité SEO. On peut aussi parler de style. C'est des marques de tondeuses à gazon, donc des sites qui, d'un point de vue strict SEO, n'ont pas la puissance d'un Leroy Merlin ou d'un Castorama ou d'un Mano Mano ou d'un Cdiscount, mais pour le coup qui sont extrêmement pertinents et extrêmement connus, réputés sur ce type de produit-là. On le voit sur la gauche avec le volume de recherche du mot-clé tondeuse plus marque, donc tondeuse style, 6600 recherches mensuelles, alors qu'un tondeuse Mano Mano, on n'est qu'à 90 recherches mensuelles. Donc typiquement, le fait d'être populaire et autoritaire sur son secteur d'activité va aussi être fortement valorisé d'un point de vue SEO. Du coup, en conclusion, ce qu'il faut retenir de cette intervention, donc c'est 3 éléments assez importants. C'est l'accélération finalement de la prise en compte des signaux utilisateurs, notamment depuis Google Chrome, que ce soit le taux de clic, le dwell time, tous les éléments qui peuvent influencer et montrer des signes d'intérêt de la part des utilisateurs. C'est le contenu, c'est la partie réponse à l'intention de recherche, la valorisation aussi via le score EEAT, et c'est également l'intelligence artificielle, comme on l'a vu aussi, qui marque aussi pas mal de bouleversements dans les algorithmes, dans le marché finalement de la recherche, avec l'essor de LLM comme ChatGPT qui peuvent aussi, ou Google Gemini, qui peuvent aussi bouleverser un petit peu les comportements de recherche des utilisateurs. Et juste avant de terminer, avant de rendre la parole à Camille, je voulais simplement terminer par une dernière slide, un dernier cas concret. C'est justement un site, l'évolution du positionnement d'un site donc à travers le temps. Donc on est sur quelque chose d'assez récent, parce qu'on est sur le début de l'année 2024. Le site se positionne plutôt bien en première page, réalise une campagne télé sur une grande chaîne nationale, sur TF1, sur M6 et d'autres chaînes encore.
On voit que l'impact de ces pubs télé, du coup, a un impact assez fort sur le positionnement, puisque très rapidement, le site se positionne premier sur un mot-clé qui est quand même relativement concurrentiel. J'ai oublié de préciser, la marque est relativement connue, mais pas non plus une marque nationale. Donc, on voit très clairement l'impact du branding et de la pub télé sur son positionnement. Malheureusement, quelques jours après, il s'avère que la pré-production s'indexe parce que ça a été mal verrouillé et du coup, indexation par Google de la pré-production, génération du coup de duplication de contenu. On voit que d'un point de vue positionnement, l'impact il est immédiat, le site redescend très rapidement. Quelques semaines après, balise no index sur les pages produits, donc des pages qui sont assez importantes aussi pour ce site-là. Donc même chose, deuxième impact et deuxième effet qui se coule assez violent. On voit que le positionnement chute complètement. Et correction des balises no index, on voit que le site retrouve un peu de positionnement, mais jusqu'à présent, la pré-prod reste toujours indexée. Donc, ce qu'il faut retenir finalement de cette slide-là, c'est que c'est bien de penser aux nouvelles tendances et de surfer un petit peu sur l'actualité, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux et il ne faut pas oublier les 3 piliers, la technique, le contenu et les liens, le maillage interne et le netlinking, qui restent encore aujourd'hui des piliers assez importants pour performer en référencement naturel. Merci de votre écoute. Merci Alexandre et David pour vos 2 interventions bien complètes qui nous ont permis d'y voir plus clair sur tous ces sujets liés à la rédaction, au référencement naturel et à l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Je sais qu'on a un petit peu empiété sur vos pauses déjeuner et pour ça on est désolé, mais finalement est-ce que c'est pas super intéressant de s'enrichir l'esprit? J'ai envie de dire oui. Donc, si vous avez des questions, elles sont bien sûr les bienvenues dans le chat. Et puis, si jamais vous avez envie de nous contacter pour approfondir le sujet, pour un accompagnement éventuel, bien sûr, toute l'équipe Noise est à votre disposition pour vous accompagner dans tous ces sujets-là. Je vous propose de patienter quelques minutes, le temps de voir s'il y a de nouvelles questions qui arrivent ou pas. Et si jamais les questions arrivent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter par. Bien sûr, dans tous les cas, on vous enverra, oui, bien sûr, la présentation, mais également le replay qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, qu'on vous invite vivement, bien sûr, à visiter. Et oui, du coup, j'ai vu que certaines personnes avaient manqué la première partie qui pouvait être liée du coup à la partie rédaction. Bien entendu, le replay sera disponible dans son intégralité. On s'excuse vraiment platement pour le petit désagrément technique. Mais oui, en effet, Nathalie, ce sujet-là était bien abordé dans la première partie qu'on vous partagera dès l'issue du live. Je crois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc je vous souhaite à tous un très bon appétit, une superbe après-midi, une très bonne fin de semaine et n'hésitez pas du coup si cet événement vous a plu à nous laisser un avis pour qu'on puisse continuer de s'améliorer, d'avoir des sujets qui vous intéressent aussi pour pouvoir créer des conférences autour. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain live. Merci à tous de votre participation active et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.